You can feel the rain leaking through the cracks of your mind. You can feel the clouds sneaking up from behind. Just a little sunlight to break up the rain. I gotta know where to go. I gotta know where to I'm looking for the rainbow, trying not to let go. Looking for my goal, for what I need most, my everlasting love. It wasn't long ago, but you feel so old. You don't recognize your path, all you know's your mask, but not how long it lasts. Just a little sunlight to break up the rain. Looking for the rainbow, trying not to let go. Looking for my goal, for what I need most, my everlasting love. I'm looking for the rainbow, don't know if I ever know where I'm meant to go, if I'll ever have a home in the rainbow. I'm looking for the rainbow, trying not to let go. Looking for my goal, what I need most, my everlasting love. I'm looking for the rainbow, don't know if I ever know where I'm meant to go, if I'll ever have a home in the rainbow. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Salut, bonsoir à tous, synchronisation des montres et pile poil 19h30. T'écoutes Redline Radio. Hello les amis de Redline Radio. Vous désirez soutenir votre radio ? Rendez-vous sur le site www.redlineradio.ch et faites bon usage du bouton Twint. Merci pour votre soutien. Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Attention, changement de statut. Redline Radio n'est plus la grande des petites radios, mais la plus petite des grandes radios. Redline Radio. Le mardi, de 19h à 20h, retrouve sur Redline Radio la taverne aux talents. La taverne aux talents. Mais salut, bonsoir les auditrices et les auditeurs, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission Le Fil Rouge. On aimerait accueillir toutes les auditrices et les auditeurs qui se cachent derrière nos 1 et nos 0 du DAB+, sans oublier les personnes derrière leur poste à la maison. Merci de votre fidélité. Redline Radio n'est pas seulement une radio qui s'écoute, mais qui se regarde. Ça se passe sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, la page Facebook de Redline Radio, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi dépendants de ces merveilleux algorithmes, donc pensez à liker, commenter et mettre un petit pouce bleu et partager. Nous continuons notre progression vers les 2500 abonnés sur le compte Instagram de la radio, mais nous n'y sommes pas encore. Abonnez-vous. Je profite de remercier Suzy, notre modératrice et community manager, pour son excellent travail. Le chat d'Insta est lui aussi ouvert pour vos questions et commentaires. À vos claviers. Ce soir, dans l'émission Le Fil Rouge, la team au grand complet. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Avec, comme chaque lundi, notre maître de cérémonie, monsieur Flavio. Salut Flavio, comment vas-tu bien ?
Hola, tudo bem, Alex? Merveilleusement bien, merci. Merci, carissimo Alex. Muchas gracias, mi capitaine. Dire que tu es notre capitaine impérial ne peut être pas suffisant. Alors j'ajoute que tu es notre guide faramineux. Et de ma part, je suis Flavio, votre médiateur poétique sur les fils rouges, branché à la littérature et au cinéma d'une façon libertaire, ne revendiquant aucun autre principe que l'impérieuse subjectivité incandescente de la création artistique, car c'est elle qui nous donnera son salut. Place au partage, place à la rencontre, à l'audace et à la liberté artistique. Ça y est, nous y sommes. Tu n'as pas dit, Alex, mais lundi, c'est ma journée préférée de la semaine. C'est les fils rouges qui commencent, farouchement indépendant, pop, poétique avec Suzy, notre community manager et traductrice amoureuse de mots qui va nous faire naviguer dans les royaumes les plus insoupçonnés avec sa nouvelle chronique intitulée À demi mots. Et ce soir, nous comptons avec la présence lumineuse, flâneuse de notre chroniqueur espiègle, dévorateur littéraire, notre professeur de français libre et audacieux, l'intenable, l'irrésistible, l'éternellement jeune et non conformiste Pierre Bonjour, toujours à la recherche de nouvelles aventures révolutionnaires, littéraires, voyageuses, sensibles et espiègles, cinéphiles et littéraires. Comment toi, tu vas, Pierre? Ah, mais après ces introductions dithyrambiques, je ne peux qu'aller bien. Mais merveilleusement bien. La question d'ouverture du fil rouge va à toi, toi qui maîtrises le cinéma, la littérature, toi qui sais que les deux montrent combien la réalité requiert la fiction pour être plus complète, plus belle, plus vivable. Quels sont ces liens entre cinéma et littérature, toi qui connais bien ces deux langages, Pierre? Écoute, on a des théories linguistiques qui sont équivalentes, plus ou moins dans le cinéma, enfin narrative et linguistique. Simplement, les mots changent. On ne parle pas de focalisation, mais plutôt d'ocularisation dans le cas du cinéma. On ne parle pas de mots, mais de plans. Mais la narration, le schéma quinaire, ce qu'on appelle la fréquence, enfin la séquence narrative est plus ou moins semblable entre les deux médiums. La littérature et le cinéma, les deux nous permettent de multiples expérimentations artistiques. Ils peuvent s'avérer d'antidotes contre un monde normatif, violent, jugeant et non inclusif. Notre fantastique invité ce soir allie les deux, cinéma et littérature. Elle écrit, elle filme, parfois avec les majeurs dressés, toujours armée d'une belle et inquiétante musicalité, d'une envoûtante étrangeté, d'une prodigieuse intelligence, d'une prestesse enthousiasmante, d'un mordant réjouissant et absolument pas banal. Ses livres, ses romans, son plan de psychologie, de finesse, de combat, de rock'n'roll, tout en transcendance et en sensibilité. Je parle bien sûr de la réalisatrice, scénariste passionnée, de l'audacieuse autrice Manon Stutz. Bonsoir Manon, bienvenue Bonsoir. sur le fil rouge. Comment Merci. toi tu vas ce soir? Ça va très bien, merci. Merci à toi d'être là. Après avoir étudié le cinéma, tu as découvert les pouvoirs de l'écriture comme un moyen d'exprimer tes pensées et d'aborder des questions sociales importantes. Tu es avec nous ce soir. Est-ce que toi, comment tu vois cette différence ou bien ces parallèles, ces ponts qu'on peut tisser entre le cinéma et la littérature? Alors pour moi c'est assez étroitement lié parce que quand on fait du cinéma on passe forcément par une phase d'écriture et dans tous les romans qu'on peut lire en général on arrive souvent à s'imaginer des mondes, enfin qu'est-ce qu'on essaie de nous raconter, on essaie de s'imprégner de cette ambiance. Donc pour moi l'écriture c'est un peu la base aussi de tout art, alors pas tous mais disons que c'est quand même une base. Donc le cinéma il a sa composante d'écriture. Ouais. Et par rapport aux deux langages, est-ce que par rapport à ce que Pierre nous a dit, est-ce que tu es d'accord avec Pierre? Il faudrait, je te conseillerais. Je suis d'accord. Je peux être pleinement en désaccord avec toi et je serai tout aussi content. Poliment en désaccord. Est-ce que toi, par exemple, comment tu choisis entre une expression artistique plus liée au cinéma ou celle plus liée à la littérature? Est-ce que c'est selon les plans ou les mots? Comment ce choix il se fait? Est-ce que c'est fait naturellement? Alors, quand j'écris, en général, quand je veux écrire une histoire et pas forcément l'adapter au cinéma, enfin, ce qui m'intéresse, c'est les mots qu'on peut pas mettre au cinéma, tout simplement les pensées, le voyage littéraire, enfin, je pense que tout ça, on peut pas toujours le mettre en image comme on voudrait, et les mots sont assez précis pour vraiment mettre une pensée sur, comment dire, sur un sentiment? Ouais, sur un sentiment ou quelque chose comme ça. Et quand je veux faire plus un film, un court-métrage par exemple, étant donné qu'il y a beaucoup d'expressions artistiques, c'est-à-dire visuelles, les acteurs,
la musique, tout ça, c'est une grosse... Comment dire ? Ça pose une ambiance beaucoup plus grande et il faut... Plus vaste. Plus peut-être. vaste, voilà, c'est ça. Et puis il faut vraiment penser à beaucoup de choses. Et voilà, donc pour moi, c'est quand même assez différent. Et je pense que s'il y a des choses que j'ai vraiment envie de développer, ça sera plus à l'écriture. Et plus voilà. visuellement, tu irais plutôt dans, Oui, c'est dans ça. le cinéma. Tu as parlé d'adaptation cinématographique. C'est un sujet qu'on aborde souvent. J'ai envie de poser la question à Pierre, notre chroniqueur littéraire espiègle. Est-ce qu'il y a des adaptations réussites ou moins réussites ? Qu'est-ce qui fait qu'une adaptation cinématographique soit bien ou soit moins bien réalisée ? Selon moi, ce qui se cache derrière ton intervention, c'est la notion de style. C'est qu'une esthétique est portée par un réalisateur qui va adapter un texte qui, lui, en a un autre. Mais simplement, c'est une interprétation d'un regard parmi d'innombrables regards qui sont ceux de tous les lecteurs et de toutes les lectrices qui ont parcouru, lu, absorbé l'œuvre. Donc une adaptation est réussie, à mon sens, dès le moment que le réalisateur ne trahit pas son mode esthétique et essaye de rendre pleinement justice à ceux qu'il a vus. Je prends l'exemple de Peter Jackson, adaptation très connue du Seigneur des Anneaux. Il a renoncé à certains choix, exemple des personnages qu'il a mis de côté. Tom Bombadil en fait partie, un personnage chantant, joyeux et qui jurait avec sa perception du film. Donc il l'a retranché parce qu'il voulait garder un regard beaucoup plus sombre et noir dans l'intégralité de son adaptation. Donc pour moi, elle est réussie dès le moment où il y a déjà un amour pour l'œuvre originale, ça me paraît central. Puis ensuite, il y a une humble interprétation de ce que cette œuvre a représenté pour le réalisateur ou la réalisatrice en question. C'est une affaire de sensibilité, une affaire également de reproduction artistique en quelque sorte. Mais on est là ce soir pour parler entre autres de ton actualité, dans ton dernier livre, Alchimie de la douleur, magnifique ouvrage musical, voyageur, très sensible, paru chez Torticolis et Frères, une maison d'édition qu'on adore ici sur les fils rouges. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu comme une bande-annonce de ce livre qui est tellement sensible, qui est tellement touchant, Alchimie de la douleur, chez Torticolis et Frères? Donc c'est un livre autobiographique qui parle du décès de mon père, donc d'un suicide. Et en gros, j'y appose toutes mes pensées que j'ai pu avoir entre le moment de son décès jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai assez voyagé aussi dans mon enfance pour retranscrire certaines émotions, certains faits aussi, des souvenirs en fait. Et puis j'ai aussi réutilisé ces souvenirs pour les transposer dans le présent. Qu'est-ce que je ressens maintenant vis-à-vis de ces souvenirs ? Donc c'est ça en fait, globalement, c'est des pensées, c'est adressé à mon père finalement, parce que je dis tu tout le temps. Et tu l'écris en première personne. Oui, c'est ça. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est très touchant, c'est vraiment très touchant. On aime bien le péritexte, est-ce que je me trompe ? Enfin, tout ce qui est autour du texte. Le péritexte. Le péritexte. Et dans la quatrième de couverture de ton fabuleux livre, vraiment très 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 sensible, Alchimie de la douleur, on apprend que tu es né en 1995 à Lausanne, donc ça fait pas si longtemps que ça, et que tu as été récompensé au Nikon Film Festival en 2023. Mais là, c'était pour un travail qui n'a pas de lien avec ce livre-là. Ouais, c'est ça. C'était Tears from Above. Mais là, il est un peu comme un fil rouge, c'est aussi une affaire de sensibilité, ça parle également de perte, d'abandon en quelque sorte. Ouais. Oui, alors ça n'a rien à voir les deux histoires. Tears Come From Above, c'était vraiment un film qui parlait du passé d'un monsieur qui a été déporté dans les camps de concentration. Et puis, voilà, après, donc j'ai co-réalisé, co-écrit avec Margot Fazio. Et du coup, on a fait tout un travail de recherche historique pour être au plus proche d'une vérité qui aurait pu subir un homme homosexuel du coup dans les camps de concentration. Et donc voilà, donc c'est vraiment une histoire totalement différente, mais c'est vrai que peut-être dans la manière d'aborder, il y a peut-être des similitudes, peut-être dans l'écriture, voilà. Est-ce que justement tu as commencé par l'écriture par rapport à ce projet qu'on peut trouver, d'ailleurs je conseille à nos auditrices et auditeurs d'aller sur YouTube, sur cette plateforme qu'on aime beaucoup sur la Redline Radio, Tears from Above, qui était récompensé au Nikon Film Festival et qui c'est pas un prix anodin. D'ailleurs je pense que c'est la première fois qu'une production suisse a reçu ce prix. T'as même reçu deux prix. Oui. Oui, on a reçu le grand prix du jury et le prix international.
Donc ouais, c'était vraiment trop bien. Et ça a commencé d'une écriture. Donc Oui, c'est d'abord, ça. il y a eu On a écrit le scénario, mais après la phase la plus complexe d'écriture, c'était toute la voix off qui narre tout le film finalement. qui est Et, très belle, qui jongle entre l'allemand et l'anglais également. Oui. Et donc, voilà, ça c'était un travail. Comment dire, il fallait faire attention aux mots, à ce qu'on voulait raconter, pas que ce soit mal interprété ou complètement à côté de la plaque. Du coup, on a écrit ça. Alors, d'abord d'une traite, et après on a retravaillé le texte pour modifier un petit peu, enlever certains passages qui étaient peut-être un peu longs. Et puis voilà. Très bien. Une question pour Pierre. Donc, l'écriture d'un scénario, l'écriture cinématographique, toi, en tant que professeur de français, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans tes cours, ou en quoi cela se ressemble à l'écriture d'un roman, en quoi cela est très différent? Je reviens Tu me souris d'une manière espiègle. Non, mais parce qu'en fait, j'aime bien l'idée qu'un roman puisse rester inadaptable. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. J'aime cette idée qui est à la fois des similitudes. Elles sont là, il faut les nommer, on peut les lister, on peut montrer quelles sont les accointances entre les deux médias. Mais il y a aussi quelque chose de singulier. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans la littérature, quand un roman est réputé inadaptable. Alors, il y en a plusieurs qui le sont. On parlait de Watchmen à une époque où c'était un roman graphique réputé inadaptable. Puis on a un résultat cinématographique qui, à mon sens, démontre que c'est pas le cas. Et sériephile aussi. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'aime bien que la littérature puisse garder cette distinction, devenir rester un médium à part entière, autonome, sans le recours aux images. Donc j'aime bien l'idée qu'un mot puisse être singulier et inadaptable. Et encore une fois, un mot, c'est pas un plan. Un plan, il existe une infinité. On peut filmer un iPhone, c'est un mot, mais il y a plein de façons de le faire. Alors qu'un mot reste une catégorie de pensée qui est propre à chacun et à chacune. Donc là, ça irait un peu vers le style, la façon comme toi tu filmerais ces téléphones portables. Moi, je pense qu'il y a de l'art partout et que simplement en filmant un téléphone portable, on peut y mettre une charge artistique, en effet. Ouais. C'est une affaire également de storytelling, de raconter quelque chose. C'est quelque chose à laquelle tu tiens, de raconter les problèmes sociétaux, les inégalités sociales, l'intime. D'où ça vient ce désir de raconter, de construire des narratives, Manon? Je pense que de base, je suis assez curieuse sur ce qui se passe dans le monde, sur différents types de parcours personnels. Et ce que j'aime, l'idée que j'aime dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière des parcours qu'on met pas assez en avant ou qui sont malheureusement, oubliés. Voilà, c'est ça. Oubliés, par exemple. Et du coup, en fait, ça m'intéresse de m'intéresser aux gens. Mmh. Et c'est pour ça qu'en général, c'est une source d'inspiration pour écrire. Parce que autant ça peut servir, comme autant ça me sert à moi de comprendre ce qui se passe dans notre monde et aussi d'essayer de le faire comprendre à d'autres personnes, à mon échelle évidemment. Et voilà. Donc de raconter, l'art de raconter une histoire, cinéma, littérature, choix des mots, choix des images. Notre community manager, amoureuse de mots, nous a préparé une chronique pour naviguer le storytelling, l'art de raconter les oubliés, raconter quelqu'un qui n'a pas sa place, enfin la beauté d'une histoire, d'une narration. Donc c'est la chronique de Suzy. Suzy a des mimos. La chronique de Suzy, qui explore le sens et l'essence des mots, est sur Redline Radio. Merci Flavio, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'explorer ce qu'est l'art de raconter une histoire. Car c'est par le choix des mots, par le choix de l'image, que se fait la narration dans un récit comme dans un film. C'est ce qu'on appelle le storytelling, l'art de raconter, l'art de captiver. Ou comment créer un lien avec l'auditoire, un fil qui va l'emmener d'un point A à un point B, tout en suscitant l'émotion. Raconter tout en faisant ressentir, puisque les mots, comme les images, sont vecteurs d'émotions, choisis pour leur force d'évocation. Au cinéma, c'est ce qu'on appelle le show don't tell, donc montrer plutôt que dire. Comme dans la scène d'ouverture du film Là-haut, des studios Pixar. Comme moi, vous avez peut-être versé une petite larme au début. Cette séquence d'introduction raconte la vie entière du personnage principal, qui est passé du bonheur au chagrin, de l'amour à la perte, à une séquence
où nous, public, nous comprenons, nous ressentons tout ce que traverse le personnage sans qu'une seule ligne de dialogue ne soit prononcée. La technique du show don't tell au cinéma n'est pas sans rappeler le travail de l'écrivaine ou de l'écrivain. Car quand on écrit, choisir les bons mots revient à choisir les bonnes images à l'écran. C'est par les mots que l'écrivain fait voir, sentir, vivre son histoire. Tout comme on choisit une lumière particulière ou un angle de caméra précis pour renforcer une émotion au cinéma, on utilisera à l'écrit un adjectif, une métaphore ou encore une syntaxe qui donnera vie à notre récit. Alors qui de mieux que notre invité de ce soir pour incarner cet art de la narration, que ce soit à l'écran ou sur papier. Manon Stutz, à la fois réalisatrice et écrivaine, maîtrise l'art de raconter, de faire vivre une histoire. Qu'elle choisisse la caméra ou la plume, ses récits nous touchent, nous interrogent, nous transportent. Et ce soir, c'est à travers son histoire, celle qu'elle a choisi de nous transmettre, qu'elle nous invite à voyager, à réfléchir, à nous émouvoir, que ce soit par les mots comme par l'image. Waouh, merci beaucoup Suzy. Merci. Et c'est tout à fait ça. Et là, j'ai envie de revenir sur Alchimie de la douleur. Donc ce récit qui est très fragmentaire, qui est fait un peu comme de petits plans, on pourrait imaginer, avec des petites images qui viennent, toujours très touchantes, mais qui est très musical également, car la genèse de ce projet, il y a une chanson, Wish You Were Here, de Pink Floyd. Comment cela se fait qu'on passe de l'écoute d'une chanson et de là, on part vers un livre? Donc en fait, je travaille beaucoup avec la musique. Enfin, quand j'écris, souvent, j'écoute de la musique, tout simplement. Et c'est vrai que cette chanson-là parle quand même d'une perte. Et ça résonnait en moi. Enfin, évidemment, j'adore Pink Floyd aussi, donc voilà. Et ça m'a fait voyager à travers justement certains souvenirs. Et les lyrics de cette chanson sont le titre de certains chapitres. Et de là, je me suis inspirée en fait de ces titres pour raconter mon histoire. Donc voilà. Et c'est très joliment fait. Donc j'aimerais pour illustrer tout ça, on est à la radio. Donc ça commence avec partie 1, Wish You Were Here. Et comme tu as dit, tu prends les lyrics, donc les paroles, qui sont le titre en tout cas de premier chapitre. Donc ça commence avec Heaven from Hell. Donc la chanson, elle va Can you tell Heaven from Hell? Est-ce qu'on peut distinguer le paradis de l'enfer? Et j'aimerais que tu lises cette première page, Heaven from Hell, avec Manon Stutz, Alchimie de la douleur, Torticolis frères. Alors, une distinction tranchante, aussi tranchante que la mort. Le paradis, c'est le déni. Le paradis, c'est le mensonge. Le paradis, c'est se voiler la face. C'est aussi oublier qu'il y a un monde autour de soi. Un monde bien réel avec des gens tout aussi réels. Des gens qui font des choix. Des choix qui ont des conséquences. Des conséquences qui heurtent violemment tout ce qui se trouve autour. Comme une onde de choc qui viendrait déchirer un décor paradisiaque. Ce paradis qui n'était qu'un imposteur aux allures de bienveillance et de protection. Comme le papier peint coquet d'une vieille maison, il se déchire et révèle la moisissure sur les murs et les failles. Des failles béantes qui sont à deux doigts de faire céder chacun des murs porteurs de la maison. Les murs porteurs ne sont plus que de simples blocs de ciment nus au milieu de la douleur. Une douleur infinie. Plus aucun endroit pour se cacher. La chair vive exposée à l'enfer. C'est touchant, c'est frissonnant, c'est très beau. Question pour Pierre, est-ce que la littérature, elle a cette finalité également de guérir, cet aspect guérisseur, cet aspect thérapeutique? Selon toi, est-ce que l'impact d'écrire une narrative peut nous consoler en quelque sorte, Pierre? C'est un oui absolu à 100%. On est d'accord là. On est complètement d'accord. On est souvent d'accord, Flavio. Non, mais plus sérieusement, je pense que l'acte d'écrire, c'est sortir quelque chose qu'on a en soi. C'est rien d'autre que ça. Et se sortir quelque chose qu'on a en soi, cette charge dont on va se délester, elle est souvent négative, elle est souvent triste. C'est rare. Moi, je suis professeur de littérature et je suis quand même consterné. Non, je plaisante, mais je suis surpris de voir peu de romans qui sont joyeux. On a besoin d'écrire en général parce qu'on est triste, parce qu'on est atteint du spleen, de la soda, de la nostalgie, de la douleur, du deuil, de la souffrance, et ce besoin de mettre des mots sur quelque chose qui n'en a pas. On cherche la douleur, l'origine de la douleur, on cherche à l'exprimer et à lui donner un sens. Et je pense que l'écriture est un des moyens, un des médias, de nouveau un canal
pour le faire, simplement parce qu'on est démuni. Il faut être honnête, face à l'épreuve, l'homme est démuni, donc il va chercher des expédients qui ne sont pas parfaits, l'écriture n'est pas parfaite, mais c'est au moins une façon de faire tenir la maison en échafaudage, quoi. Donc on y met ce qu'on peut y mettre, et on sort ce qu'on doit sortir, voilà. Et des fois c'est un flot, et des fois c'est une rivière bien canalisée, mais en général le premier jet est rarement quelque chose de parfaitement construit, mais on doit sortir quelque chose, en effet. Tu t'es senti comme ça maintenant? Tu te sentis mieux après avoir écrit ce livre? Oui, enfin, ça dépend. Parce que ça rémoue des choses également, oui, je c'est pense, ça. dans les processus d'écriture. C'est ça. C'est vrai que des fois, c'était assez... c'était plus un exutoire qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu douloureux de remettre... de se remettre dans certaines situations ou émotions. Mais de les mettre sur papier, c'est vrai qu'il y a une sorte de libération et de se dire ok, c'est bon, ça m'appartient toujours évidemment, mais un peu moins qu'avant peut-être, parce qu'il y a vraiment l'idée aussi de transposer ailleurs pour éviter que ça soit tout le temps dans notre tête peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça un peu que je l'ai ressenti. Non, mais je pense que les choses, elles deviennent vraiment réelles et en même temps un peu plus distantes une fois qu'on les écrit. À Ernaud, pardon, j'ai un petit blanc, donc le prix Nobel littérature, elle disait ça, qu'elle pensait que les choses étaient vraiment vécues une fois qu'elles étaient écrites, et différemment. Oui, puis la métaphore qu'emploient souvent les écrivains pour caractériser l'écriture, c'est celle de l'accouchement. On accouche de quelque chose. Alors ici, c'est métaphoriquement une idée ou une pensée, mais il y a quelque chose qui sort, en tout cas, de soi, et qui prend une forme d'un texte, d'un poème, d'un roman, d'une phrase. Ouais, les musiciens aussi utilisent vraiment extrêmement fréquemment lors de la sortie d'un album cette expression, l'accouchement, la sortie. Mmh. C'était pas ton premier accouchement en quelque sorte alors, parce qu'il y a déjà eu en 2021 les Étoiles Bohèmes, donc de ton premier récit, tu jouais déjà entre poésie et audace avec des questions de société, avec des questions également liées à la sexualité, au genre. C'est Les Étoiles Bohèmes, paru en 2021 également chez Torticolis et Frères. Est-ce que si on veut faire ces sauts en arrière, est-ce que tu pourrais nous parler également de ce premier livre que je conseille également très chaudement à nos auditrices et auditeurs, Les Étoiles Bohèmes? Oui, alors à la base, c'est comment dire, je voulais écrire un scénario en fait sur la thématique des femmes dans la rue, plus particulièrement sur une jeune femme qui s'était retrouvée à la rue de par sa sexualité. Et du coup, finalement, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai envie de mettre des mots comme je pense vraiment, les pensées du personnage, etc. Et surtout que c'est un récit assez long, donc l'adapter en long métrage, en tout cas, c'était pas forcément assez idéal. Long, mais très fluide, avec vraiment, on y plonge donc dans ce personnage qui, suite à son coming out, se retrouve à la rue, pardon. Donc en fait je me suis renseignée sur internet, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des documentaires, etc. pour construire un personnage. Alors évidemment je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui sont romancées, parce qu'évidemment il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie réelle, et je pense qu'il faudrait le vivre pour pouvoir l'écrire. Mais moi je me suis inspirée de nouveau d'un personnage, d'une situation en tout cas de quelqu'un qui était en détresse et dans la rue, et comment surtout une femme vivait cette solitude et cette précarité, et puis surtout tous les dangers qu'elle encourt quand on est une femme dans la rue. Enfin déjà quand on est une femme qui n'est pas à la rue c'est compliqué, mais dans la rue c'est encore pire. Et justement j'ai lu beaucoup que ces femmes-là étaient proies à des viols, à des agressions. C'est hyper compliqué. Et surtout tout ce qui est lié au statut de femme, donc avoir ses règles, l'hygiène, etc. Alors oui, les hommes aussi, bien sûr, l'hygiène est importante, mais chez la femme qui a ses règles ou qui peut tomber enceinte de par un viol, ou tout simplement parce qu'elle était déjà enceinte au moment où elle s'est retrouvée à la rue, c'est hyper compliqué. Donc c'est des thématiques que j'aime bien explorer pour comprendre aussi le fonctionnement de la société vis-à-vis de tout ça. C'est également une lecture à trouver d'urgence, à chercher d'urgence. Les Étoiles Bohèmes, c'est très prégnant. C'est également musical, on ressent cette musicalité. Question pour Pierre, on a parlé de l'intime, on a parlé de cette façon qu'a la littérature de nous permettre de
de vaincre un deuil. Est-ce que par rapport aux questions de société, est-ce que tu ressens en tant que professeur de français que la littérature peut amener également des changements? Elle peut, surtout toi qui travailles avec des générations, enfin au gymnase, avec des adolescents, est-ce que ça peut nous déconstruire en quelque sorte certains carcans? Nous déconstruire certains carcans et en construire d'autres, mais positifs et choisis cette fois. Moi, je fais beaucoup de travaux de maturité. Enfin, maintenant, j'ai arrêté, mais il y a 2 ans, je faisais des travaux de maturité de création littéraire, justement pour aider, aiguiller des jeunes, femmes ou hommes, à poser des mots sur ce qu'ils traversaient. Donc, j'ai eu en effet des travaux qui ont mis des mots, et selon eux, qui les ont aidés à traverser, à comprendre un peu mieux cette période quand même assez compliquée qu'est l'adolescence. Et je pense qu'elle l'est encore plus aujourd'hui qu'à mon époque. Je pense que l'adolescence, c'est on parle même pas de la mienne. On parle même pas de la tienne. Mais je pense que les questionnements évoluent, changent, fluctuent. Et qu'aujourd'hui, de se définir en tant que femme, en tant qu'homme ou en tant qu'autre chose, c'est encore plus compliqué qu'à l'époque. Et l'écriture peut aider de nouveau à former une identité. Parmi les questions du questionnaire pop et poétique que j'envoie à nos invités, il y a celle du verbe enchanteur, et le tien, il est un peu le même que le mien, flâner. J'aime beaucoup ce verbe. Est-ce qu'en flânant, en réalisant un road trip par exemple, est-ce qu'en sortant du quotidien avec ces flâneries, on peut mieux écrire? Est-ce que c'est également une source d'inspiration pour l'écriture, les flâneries? Je pense que le fait de flâner, quand on n'a pas forcément le but ou qu'on n'est pas pressé, qu'on a le temps, ça nous permet d'observer tout ce qu'il y a autour de nous, de s'attarder sur des détails, juste de lever la tête aussi. Enfin, c'est un peu bête, mais... D'observer. C'est ça, observer, mais juste... On a tendance à regarder nos pieds ou ce qu'il y a droit devant nous, mais quand on flâne, on peut vraiment lever la tête, et c'est là qu'on arrive à voir des choses qu'on n'aurait jamais vues en fait. Et juste observer les gens, observer la vie, observer l'art qui se trouve dans la rue, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça. Donc en voyage, évidemment, c'est là aussi qu'on apprend beaucoup de choses, mais même à Lausanne par exemple. Ah oui, c'est bien de flâner à Lausanne, il y a plusieurs points de vue, ça monte, ça descend, ça fait les mollets également, on se retrouve avec des mollets très, très musclés. J'aimerais, Pierre, je pense qu'on a encore un petit moment, que tu nous parles de flânerie également, parce que c'est un concept qui est tout à fait littéraire, qui vient de Baudelaire, sauf erreur, de cette littérature-là. Il y a la figure du flâneur au 19e siècle, en effet, le dandy qui flâne dans les rues, qui à la fois se montre et observe, musarder, en musarde, on dit, le verbe c'est musarder. Mais oui, par l'observation, on arrive à détecter énormément de choses. Et Flaubert, même siècle, disait, pour qu'une chose soit belle, il faut la regarder longtemps. J'aime bien cette idée-là, à la fois on bouge et en même temps on est immobile, on regarde, on observe à des temps différents, à 19h. C'est toujours l'heure de flâner sur la Redline Radio. Ou à 20h. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bonsoir à toutes et à toutes, synchronisation de montre, il est exactement 20h. T'écoutes Redline Radio. Retrouvez Redline Radio sur toutes les applications radio, TuneIn, Radioline, ainsi qu'Online Radio Box que vous trouverez sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Redline Radio, partout avec vous. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Le fil rouge. Un souffle océanique sur la vie culturelle lémanique. Des flâneries littéraires sur les fils rouges, c'est Flavio, votre médiateur poétique sur la Redline Radio. Et on flâne ce soir avec Manon Stutz, réalisatrice, scénariste, écrivaine. On parlait justement de Baudelaire, de flânerie. C'est source d'inspiration également pour toi, car le titre de ton fabuleux roman, Alchimie de la douleur, vient de Baudelaire. Comment cela se fait? Pourquoi ce choix-là, Manon? Alors Baudelaire, je l'ai étudié quand j'étais à l'école, comme beaucoup de personnes, je pense. Et en fait, je trouvais extrêmement fort tous les mots qu'il utilisait, extrêmement beaux. En fait, il y a plein de mots que je connaissais pas, qui sont hyper inspirants et hyper beaux, de ce que ça transmet. Et j'aime beaucoup aussi cette dualité qu'il a, et spleen idéal, Et je trouvais que Alchimie de la douleur, c'était vraiment idéal pour ce livre, parce que j'ai transformé une douleur en un art, récit,
Alors en or, je Peut-être. sais pas, mais mais En en tout littéraire. cas, voilà, j'ai pu en tout cas transformer ça en quelque chose de visible, et puis aussi que je peux transmettre du coup par ce livre. Donc voilà, ouais. Très poétique également, il a beaucoup de poésie dans l'alchimie de la douleur de Manon Ustutz. Cette idée de flânerie, Pierre, je reviens sur toi, sur Baudelaire. Est-ce qu'on est ivre de poésie quand on flâne? Ah, parce que tu penses à Enivrez-vous de Baudelaire, évidemment. Voilà, une petite référence. Petit poème en prose, ouais, de tout. Hein. Il faut s'enivrer de tout, disait Baudelaire. Poésie, Mais je rebondis, ouais, exactement, de poésie, d'art, enfin de tout, quoi. Baudelaire, tout est prétexte pour s'enivrer. Mais dans un sens métaphorique comme presque dans le sens concret, puisque je rappelle que dans Les Fleurs du Mal, il y a quand même une section vin. Hein. Il explique qu'il faut se bourrer la gueule. Avec modération, disait Baudelaire, évidemment. À votre guise. Mais, bien à entendu. votre guise. À votre guise. À votre guise. Mais plus profondément, je dirais qu'il dit autre chose, Baudelaire, qui me semble rebondir parfaitement avec l'alchimie de la douleur, c'est transformer la boue en or. Et je trouve que ces mots-là sont exactement ce que nous, en tant qu'humains, on traverse. C'est-à-dire qu'on est à la fois chtonien, tellurique, on a les pieds sur terre, on est aussi cette boue. L'humilité, c'est ça, c'est se rapprocher de la terre, ça vient du mot humus. Et en même temps, on s'élève, on a quand même cette faculté de... Et c'est la métaphore, enfin la comparaison qu'emploie Baudelaire quand il parle de l'albatros, de s'élever au-delà des nuages, mais c'est toujours provisoire. Par contre, c'est toujours à un moment, on est obligé de redescendre quand même. C'est éphémère. Mais j'aime bien cette idée qu'on a cette possibilité de connexion, fût-elle fugace, fût-elle courte, mais elle existe, elle est fondamentale, et c'est un devoir presque de le faire. Dans Baudelaire, c'est le parcours d'une âme, alors même si l'aveu final, c'est la mort, comme acceptation d'une dernière destination, mais cette mort, elle est acceptée avec presque bonheur, avec délectation. Il y a des poèmes qui sont tout autant savoureux que l'albatros, mais le mort joyeux, par exemple, c'est toujours cette idée d'oxymore entre quelque chose de négatif qui amène à quelque chose de positif. Et le titre du recueil lui-même, Les Fleurs du Mal, c'est quelque chose de magnifique, les fleurs, avec quelque chose qui est plutôt négatif, le mal. Donc j'aime bien ce mélange savoureux, ce dosage subtil entre une acceptation d'une douleur et en même temps la transmuter en plaisir. Douleur et plaisir, des fois c'est d'ailleurs synonyme pour certains. Un peu comme des douleurs exquises, pour rester dans l'oxymore. C'est un livre d'une extrême tendresse également, d'une immense poésie. Donc la thématique, bien sûr, elle est d'une tristesse infinie. Mais en le lisant, on ressent du courage, on ressent cette sensibilité inouïe. Et il n'a pas que Pink Floyd, il y a également David Bowie. Il y a beaucoup de musique. Comment est-ce que cette playlist elle s'est construite? Est-ce que c'était des souvenirs liés à ton père, par exemple, ou pas forcément? Alors, si on prend Pink Floyd, il me semble, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ma mère qui écoutait ça, parce qu'on a pas mal de vinyles à la maison. Ah, la chance. Ouais, c'est cool. Et mais en fait, c'est plus l'atmosphère dans laquelle j'ai baigné quand j'étais petite aussi qui me, en fait c'est ça, c'est ce qui me rappelait un petit peu mon père ou ma famille de manière générale, ou juste ma vie d'enfant. Et je pense que après évidemment c'est des excellents chanteurs ou groupes, donc voilà. Mais je pense que c'est ça qui m'a accompagnée aussi, c'est vraiment ce retour en arrière. David Bowie, je l'ai connu par une amie qui m'en avait parlé, donc il y a de ça un moment. Et je trouve que il y a une beauté dans sa musique, et aussi beaucoup d'originalité. Et voilà. Et c'est vrai que oui, je parle de David Bowie, mais plus pour situer aussi la période quand mon père est décédé. Donc David Bowie est décédé un mois à peu près avant mon père. Et c'est parce que j'avais pu lui partager cette information sans savoir évidemment qu'il allait mourir aussi. Donc voilà. Donc ouais, pour moi c'était important de remettre en fait aussi cette musique dans ce livre. Voilà. Et tu le fais avec extrêmement de grâce, vraiment très très touchant. Dans ces rencontres littéraires qu'on retrouve dans l'alchimie de la douleur, il y a également Bukowski, et là on est en pleine ivresse. Est-ce que c'est un écrivain également que tu apprécies? Je sais que tu c'est lis... une traduction. Voilà. Donc, je vais devoir me taire sur la question. C'est vraiment les clochards célestes dans sa splendeur. Oui. Bukowski, comment il s'en sert dans cette alchimie littéraire? Alors Bukowski, pareil, je l'ai beaucoup lu quand j'étais plus adolescente.
Je l'ai encore lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais un peu des pauses parce que des fois c'est voilà, c'est un peu hardcore, mais On peut dire ça. ouais. Mais je trouve que, enfin, je sais pas. En fait, ce genre de personnage un peu hors case qui se bourre la gueule beaucoup, bah ça amène des choses différentes, je trouve, et puis une sincérité aussi dans ce qu'on dit. Enfin, en tout cas, dans ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas vraiment de filtre, il n'y a pas de. Ouais, y a pas de... Une espèce d'inadéquation qui Non, c'est ça. est jussive en quelque sorte. Alors je parle pour Bukowski, après Baudelaire, il sait mettre des jolis mots, on va dire. Mais Bukowski Enfin, des belles également, phrases. il y a Oui. Factotum, je trouve qu'il y a des choses Oui, qui il y a sont des belles très, choses. Il y a des belles choses, mais peuvent être drôles également. il y a moins de fioritures peut-être. Tout Voilà, à fait. c'est Ça ça. peut être moins dans la littérature française léchée, c'est un peu plus direct en quelque sorte. Bah, une autre notion, il y a le spleen, mais il y a aussi la notion de nostalgie, la notion de saudade, mot que Alex apprécie énormément, Absolument. et Pierre également. Donc comment on pourrait traduire saudade? J'ai envie de poser cette question à notre traductrice d'ailleurs. Suzy, est-ce qu'on pourrait traduire ces mots saudade, une douce nostalgie, une mélancolie? Oui, Caressant. je pense que tu mets bien ces mots-là. Après, tout dépend du contexte. Ça, c'est la réponse des traductrices et traducteurs. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, Ça dépend. Et la nostalgie, Pierre, elle est source d'inspiration. La littérature s'en sert. Bah, si on reprend Baudelaire, spleen, c'est un mélange de nouveau parce que c'est intraduisible. C'est difficile de mettre un mot précis, spécifique, parce que la nostalgie, ça prend pas l'idée forcément d'angoisse, de peur, de la mort, des choses, des éléments comme ça. Donc Baudelaire choisit le mot spleen. Baudelaire était bilingue, il parlait parfaitement l'anglais. Donc il choisit ce mot peut-être parce qu'il est moins lesté d'un sens commun. Et je pense que c'est aussi l'idée d'à la fois de se singulariser dans ce qu'on le ressent et en même temps de trouver peut-être des ponts entre les hommes, parce qu'on ressent tous à un moment ou à un autre, je crois, cette nostalgie, alors que ce soit celle du pays, le mal du pays, comme on l'appelle, ou d'autres choses, un deuil, de l'enfance, d'un paradis perdu, ou que sais-je, d'une chute, voilà. Mais je pense que chez Baudelaire, j'aime bien cette idée qu'on reste dans un mot intraduisible qui, quelque part, a le sens qu'on veut bien lui donner. On sait que c'est quelque chose qui est plutôt connoté négativement, qui est lié à quelque chose de perdu, mais ensuite on y insuffle ce que l'on désire. Et c'est ça qui me plaît. C'est un livre qui est écrit à partir d'un chagrin, mais qui déborde de beauté, d'émotion. Et puis quand il y a des émotions, il y a des larmes. Et il y a même un chapitre, enfin, dans ton style fragmentaire, il y a un fragment qui est très beau, où tu parles également des larmes. Et j'ai appris, je ne savais pas, qu'il y a un néerlandais, Maurice Mikkers, excusez-moi pour mon hollandais qui est pas parfait, qui a étudié les larmes au microscope, donc les larmes de joie, larmes de douleur, et puis apparemment ils n'ont pas exactement la même structure. Oui, c'est ça. Ça m'a étonnée aussi, je connaissais pas. En fait, j'ai fait des recherches sur les larmes parce que ça m'intéressait justement de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter en fait, au-delà de ce qu'on connaît, enfin voilà, en termes moléculaires ou de structure. Et je suis tombée là-dessus et je trouvais ça hyper intéressant d'en parler en fait parce que le corps humain est fou et on produit vraiment des choses qu'on ne pourrait pas déceler, en tout cas pas à l'œil nu. Et je trouve ça hyper intéressant justement d'en parler et de comprendre que voilà, une larme de douleur ou une larme de joie ou une larme comme je dis, il me semble, si on coupe un oignon ou voilà, ce genre de choses. C'est pas la même structure moléculaire qu'une larme d'émotion. C'est ça. Donc ouais, je trouve ça cool de pouvoir en parler et puis qu'on s'intéresse un peu à ça aussi. C'est très bien à découvrir, pas que ce chapitre-là, mais c'est vraiment des petites perles comme ça que tu défiles, que tu nous offres. Et il y a aussi l'image, est-ce que ça vient du cinéma? Parce qu'il faudrait également dire que ton livre, il a également de photos, enfin de photocopies de photos qui parsèment, dont tu saupoudres le livre. Est-ce qu'il avait un envie également? Est-ce que le cinéma qui t'a appelé, que ce soit visuel également? Oui, donc en fait j'ai photocopié des objets personnels et ça m'est venu en voyant une exposition aux États-Unis d'une artiste justement qui avait photocopié des objets qu'elle possédait et elle faisait des mises en scène assez simples avec des objets, par exemple un miroir qui était cassé, mais la manière dont elle avait de le mettre en scène, ça révélait beaucoup de choses justement sans qu'il y ait besoin de mots ni rien d'autre.
Et du coup, je voulais faire un peu la même chose. Alors, je suis pas autant douée qu'elle, parce qu'elle a vraiment fait des trucs très Les cool. images sont très belles également. Mais Non, c'était aussi comment dire, de transporter la personne dans quelque chose de visible. Et je trouve que les objets racontent souvent beaucoup de choses. Il y a souvent des détails sur un objet qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite, qui ont marqué une période de vie, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai essayé de faire aussi, c'est de marquer certains passages de ma vie avec certains objets que j'ai, du coup, toujours à la maison, par exemple, mais qui racontent de la douleur, ou de la joie, ou de la nostalgie, enfin, toutes sortes d'émotions. Donc, ouais. Oui, en Ça. lisant ton livre, j'ai eu cette impression de m'ancrer en quelque sorte en voyant des objets du quotidien, donc une bouteille de bière, enfin des choses qu'on voit quotidiennement. Et ce livre, tu l'as écrit à partir d'un voyage aux États-Unis. Ouais, c'est ça. En gros, je suis partie 2 mois et demi en road trip, en quelque sorte. Mais disons que j'ai pas mal voyagé dans les États-Unis et c'est, je pense, c'est un peu ce qui m'a débloqué sur l'écriture, je pense, parce que mon père, lui, était parti plusieurs fois faire des road trips à moto et il me racontait ses voyages, j'avais vu des photos, j'avais vu des vidéos. Et de me retrouver là-bas, à certains endroits où il a été, justement, je pense que ça m'a... Comment dire, il y a une sorte de lien qui s'est créé comme ça. Et ouais, je pense que ça m'a pas mal aidé à... déjà d'être loin aussi d'ici, tout simplement. Et de me... Enfin voilà, j'avais le temps que j'avais. Enfin, je veux dire, j'avais rien à faire que de parcourir les États-Unis et puis d'écrire, du coup. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est les vertus du voyage. Est-ce que le voyage également, Pierre, on a parlé de flânerie, est-ce qu'il y a des écrivains du voyage? Est-ce que le voyage Mais s'en sert? à nouveau Baudelaire, hein. Baudelaire. On est vraiment Baudelaire ce soir. Non mais Baudelaire, le voyage est fondamental. Hein. Parfum exotique, c'est un poème qui commence par quand je ferme les yeux et puis il y a un voyage à la fois métaphorique mais en même temps concret. On sait qu'il est allé aux Indes, qu'il a été marqué par ces différents voyages. Et le voyage est une façon comme une autre, métaphorique ou pas, de s'évader, de changer de décor parce qu'on supporte plus le nôtre, parce qu'on a besoin d'enseignement, parce qu'on a besoin d'insolite, parce qu'on a besoin d'être surpris. Et évidemment que de le voyage, l'inattendu en quelque sorte pour la littérature au voyage est une littérature qui fonctionne très bien parce qu'elle nous permet justement presque concrètement de s'évader, parce qu'en général c'est des récits qui sont des témoignages, c'est plus de la fiction, c'est toujours de la fiction, on est toujours dans la fiction, mais quelque part ça s'est vraiment produit. Bouvier est un exemple, on a parlé beaucoup de Into the Wild aussi, on a besoin de se référer à des personnes qui sont sorties de cette morosité du monde. Sortons de la morosité du monde, également en série, car nous sommes à la croisée des arts sur le fil rouge. Et une autre question que je pose à nos invités, c'est une série transcendante. Et là, tu nous parles d'une dystopie Black Mirror, série qui est cette anthologie passionnante par rapport à nos addictions à la technologie. Pourquoi il faudrait découvrir cette série, selon toi, ou la redécouvrir? J'ai entendu parler qu'il y a une nouvelle saison qui sort en 2025. Ok. Cool. Pourquoi la découvrir? Parce qu'en fait, ça pose énormément de questions sur notre société, mais pas que tant au niveau de la technologie, mais aussi des comportements humains vis-à-vis de cette technologie ou sans même cette technologie. En fait, je pense qu'il y a une frontière très fine entre cette fiction et notre réalité qui fait qu'on arrive beaucoup à se projeter dedans. Et c'est ça qui est très effrayant aussi, d'ailleurs. Et donc oui, c'est pas une série drôle, loin de là. Et elle est plutôt effrayante, et ça pose un peu les problèmes d'aujourd'hui et les futurs qui vont arriver. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, non, c'est une série qui se poser des questions. Dystopie qui ne passe pas dans un futur lointain, mais certains épisodes, on se voit dans 2-3 ans que ça pourrait être. Ça. C'est comme ça. Est-ce que c'est une série que tu apprécies, Pierre? Moi j'avais vu juste l'épisode sur noter les gens, quand on doit noter, noter les gens, puis en effet par rapport aux likes sur des réseaux sociaux, etc. Exactement, en fonction de notre louer un appartement. score, exactement, on est éligible ou pas, et c'est en fait déjà des choses qui existent, alors pas exactement comme dans la série, mais j'aime bien l'idée de dystopie parce que c'est un miroir légèrement déformant, mais on se reconnaît déjà dans ce qui risque de se produire un jour ou l'autre. Je crois que notre chroniqueuse amoureuse de mots, community manager, aime bien les dystopies également. Oui, j'aime bien les dystopies. Et comme tu dis, je suis assez d'accord avec Pierre sur la question. Et surtout que Black Mirror, finalement, quand on y pense, il y a finalement beaucoup de choses qu'on peut déjà voir se passer, finalement. Donc c'est peut-être ça
Ça qui est pourrait effrayant. voilà, c'est ça qui est le plus effrayant dans l'histoire. Et en revenant sur la littérature, un livre de chevet pour toi, Manon Hustud, c'est Le Loup des Steppes de Hermann Hesse, vraiment une œuvre majeure. Alors pourquoi il faudrait la découvrir ou la redécouvrir? Alors, ça fait très longtemps que je l'ai lu en vrai. Mais pourquoi alors déjà, donc j'ai lu il y a, je pense il y a bien 10-15 ans, je dirais. Et en fait, je l'ai découvert par hasard parce que j'avais regardé un film et il parlait justement de ce livre. Et Comme quoi, là, tout est connecté. voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais là, ok, il faut que je lise ce livre. Du coup, je l'ai lu. Et en fait, je trouvais ça assez frappant à quel point je pouvais m'identifier, sachant que le livre est sorti il y a quand même Longtemps, un bon moment, il me semble. Donc, en fait, il y a aussi ce truc de dualité, justement, qu'on retrouve aussi peut-être un petit peu dans Fight Club. Voilà, Donc c'était le personnages. livre, le film que tu as choisi, c'était Oui, voilà. Fight Club. Ouais, comme quoi, voilà. Oui, il a aussi cette idée, comme tu as dit, des personnages qui sont inadaptés dans Le Loup des Steppes et dans Fight Club également. D'ailleurs, Fight Club était un roman, en fait, à la base. Est-ce que tu le savais, ça, Pierre? Est-ce que tu connais le roman? Je le savais, mais je me rappelle plus l'auteur. C'est C'est Protestant, Chuck. non? C'est Chuck... il faudrait que je retrouve. Chuck Palahniuk. Non, alors j'ai pas du tout la ref. Pas du tout, mais Fight Club, moi c'est 99, tu vois, donc j'avais 9 ans, mais j'avais adoré. Je l'ai vu et j'avais 12-13 ans, mais pour moi c'est imbattable. C'est des frissons monstrueux, quoi. En plus, Brad Pitt et puis Edward Norton, quoi. Enfin, c'est extraordinaire, c'est un duo fantastique, quoi. Film de 1999 qui a été vraiment tabassé par la critique à l'époque. Ah, bravo. Allez, je de mots et tout. Je me suis même pas rendu compte, pour être sincère, avec vous. Et je suis un peu plus âgé que toi, donc j'étais adolescent, enfin presque adulte à sa sortie. Je me souviens que dans les journaux, on disait de ne pas aller le voir parce il y a eu des réactions assez fortes par rapport à ce film. On disait notamment que c'était une mélasse sub-nietzschéenne épicée de violences gratuites. Et actuellement, on le voit vraiment comme un film culte, comme quoi les mœurs changent. Est-ce qu'une œuvre a besoin un peu de mûrir, selon vous deux, Pierre et Manon, pour être acceptée? Mais oui, moi je pense, parce que en fait l'éditeur ne peut jamais savoir ce qui va devenir mythique, ce qui va devenir connu. Star Wars, les gens quand ils ont vu Star Wars, quand il a proposé un projet, on n'y croyait pas. Proust a eu de la peine à être édité, Echnoz aussi. Paul Auster également. Paul Auster aussi. Donc on ne sait pas, en fait on n'a aucune idée vraiment. Un éditeur, pour avoir un nez, ce qu'on appelle un nez, quoi, vraiment le nez fin, le flair par rapport à l'efficacité d'une œuvre, le succès d'une œuvre, aucune idée. Donc même des fois, on a des critiques littéraires ou cinématographiques qui sont absolument à côté de la plaque, parce que ça va devenir une œuvre absolument inénarrable et incontournable. Donc on ne peut pas savoir. Au cinéma, les exemples sont nombreux. Il y a également le Big Lebowski qui était vraiment très critiqué à sa sortie, par Alex, Au toujours secours. d'ailleurs. Un russe blanc. Voilà, oui, on le prendra avec modération tout à l'heure. Et Manon, toi, tu es dans une maison d'édition que, me semble, te va merveilleusement bien. C'est Torticolis et Frères, par son côté rock'n'roll, par Oui. son côté audacieux. Comment cela se passait pour trouver cette maison d'édition? Du coup, j'ai fait des recherches sur Internet, et, parce que moi, je connaissais pas du tout ce monde-là, enfin vraiment pas du tout. Et je me suis dit, bon, je vais un peu éplucher les maisons d'édition, regarder un petit peu ce qui serait dans la lignée éditoriale ou non du livre. Du coup, j'ai un peu fait une petite liste. Et après, je suis tombée justement sur Torticolis et Frères. Et voilà, quand j'ai lu un petit peu leur présentation, je crois que ça m'a assez... Tu te dis, waouh, c'est vrai que Ouais, ça m'a parlé en fait direct. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'envoie. J'avais envoyé à d'autres maisons aussi en parallèle, parce que aucune idée de comment ça fonctionnait. Et ils m'ont répondu quelques temps après. Alors à la base, ils voulaient pas l'éditer, parce que, enfin le publier, pardon, parce qu'il y avait comme peut-être un peu dans l'écriture des choses à remanier, peut-être, je pense. Enfin, Donc là, on en parle fait, c'est des sûr. étoiles bohèmes. Les étoiles bohèmes, ouais. Et quelques temps plus tard, je crois que c'était une semaine après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant, ouais, en fait, on a envie de le faire quand même, parce que ça leur était resté dans la tête.
Et du coup, j'étais hyper contente, quoi. Merci, j'avais rencontré, Torticolis et frères. Merci à eux, oui, merci. Ouais. Mais très bien. Nous aimons bien jouer également sur les fils rouges. Il y a une tradition du fil rouge, c'est le portrait chinois. C'est lui qui est à l'origine des questionnaires de confession qui étaient très à la mode à la fin du 19e siècle. Marcel Proust fut le personnage le plus extraordinaire lié à cette tradition, mais c'est très simple, c'est une aventure enrichissante où on se compare à certaines choses d'une manière ludique, réjouissante, créative, originale et inventive. Donc j'invite nos auditrices et auditeurs à participer également, ceux qui sont connectés avec nous, Alex et Suzy également. Et la première question, ça revient à ton dernier livre, Alchimie de la douleur, qui est parti d'une chanson, Wish You Were Here, de Pink Floyd. Si j'étais une chanson source d'inspiration pour écrire un livre, pour réaliser un road trip, enfin une chanson inspirante, quelle chanson j'essaierais et pourquoi? Je commence avec Pierre. Moi, je suis en pleine vacances et en pleine correction et j'écoute une musique en boucle, c'est Alan Walker, All Falls Down. Et je l'écoute, mais ça me donne une pêche et je peux l'écouter. En fait, sur YouTube, on peut mettre 1 heure complète et c'est que ça. Et je l'écoute pendant 1 heure, puis ensuite je remets en boucle. Donc ouais, ça m'inspire, ça me donne du peps, de l'énergie, ça me va très bien. C'est Vivifia. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Alors moi, une chanson inspirante, c'est Kim Petras, Future Start Now. Le futur, c'est maintenant, avec les situations que je vis un petit peu ces jours, ce qui est assez réjouissant, il faut le dire. On y va, on part tous à monter avec Alex. Et toi, Suzy? J'aurais pas de chanson en particulier, mais il y en a une que j'ai écoutée, que j'ai redécouvert récemment, avec un groupe que j'ai redécouvert récemment, Mass Hysteria. Je crois que c'est effectivement ce que tu as vu dans ma story. C'est très intense. Va et Soli, dont les paroles disent notamment la joie comme vengeance. Oh, c'est beau, je ça. crois que c'est ça qui veut m'inspirer en ce moment. Oh, très bien. Des vengeances joyeuses et pas effrayantes, j'espère, Suzy. On est dans l'oxymore. Tout à fait. Et toi, Manon, une autre chanson que Wish You Were Here, pardon. Il y en a tellement. Là, j'ai récemment réécouté Neil Young. J'ai écouté On the Beach et j'aime trop cette chanson. Et voilà. Sinon, j'adore Lana Del Rey aussi pour le côté très poétique et Un peu de diva dépressive en quelque sorte aussi. ouais, bon, en fait, j'ai que des rêves de dépressifs. Donc j'ai raison, on écrit parce qu'on est triste. Oui. Mais oui, enfin bon, après, il y en a tellement, je ne pourrais pas choisir et dire comme ça, là, mais ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Moi, j'écoute beaucoup en ce moment, enfin, je réponds quand même. Ah aussi, bah, pardon. pour une fois, tiens. C'est Lunch de Billie Eilish. J'adore, je suis vraiment fan de Billie Eilish et puis j'adore ce morceau. Il est sexy, il est entraînant. C'est vraiment ma source d'inspiration ce temps. On parlait de flânerie, on parlait de voyage. Si j'étais un road trip, donc un voyage du point A à un point B, quels seraient ces 2 points en pensant à un voyage inspirant et littéraire ou poétique ou ivre de vertu ou de vent, si jamais aussi. Et je commence avec Manon, alors notre invitée. Ok. Un voyage, un road trip que j'aimerais faire finalement. Ouais. Oui. Ok, tu as déjà fait. Enfin, tu as tous les droits. C'est compliqué. J'adore les îles, mais après c'est petit, donc un road trip sur une île, pas sûr. Ah, ça dépend. L'Australie, je sais pas si c'était ça, l'Australie. Ça dépend l'île, Manon. Non, c'est vrai. Je pensais à des petites îles, mais non, mais c'est vrai. Mais non, enfin, tout ce qui se rapporte... Ouais, je sais pas. Les États-Unis, du coup, c'est un peu simple, mais... Ou peut-être le Canada, j'aimerais bien... Enfin, en fait, j'aimerais visiter tellement de choses. Mais je crois que c'était la réponse de Pierre. Ouais, bah, c'était mes 2 réponses, mais vas-y. Ouais, mince. Non, mais le Canada, c'est vaste. Hein. Ouais, c'est vaste. Je peux faire un autre trip. C'est vaste. J'aimerais bien faire un train d'une côte à l'autre au Canada. Bah, moi, je l'ai fait. Enfin, pas exactement d'une côte à l'autre, mais de l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique. Mais il y a l'île de Vancouver qui est magnifique et que j'ai pas parfaitement exploré. Donc, j'aimerais bien en faire tout le tour. C'est aussi grand que la Suisse. Donc, c'est l'île de Vancouver que je choisirais du coup. Mais très, très joli choix. Suzy? Un road trip que j'ai fait pour le coup, très inspirant, c'est le Japon. Alors, du nord au presque sud. Donc oui, je recommande. Un train ou Oui, quasiment tout en train, effectivement. Oui, ça fait rêver, ça donne envie. Ouais. Alex?
Eh ben moi, je vais partir en Scandinavie, ce serait la Suède, parce que déjà, c'est un pays de métal, les grosses guitares là-bas, les fjords, les aurores boréales et le froid. Moi, c'est quelque chose qui m'emballe. Ah, moi, j'ai eu cette chance-là, mais en Finlande, de Helsinki Ça à marche Rovaniemi. aussi. Ça marche aussi. Un train de nuit pendant l'été, donc il n'y a pas vraiment de nuit. Et c'est vraiment Est-ce qu'on peut appeler un road trip si c'est un train? Je pense, en quelque Oui. sorte. Tu as toutes les libertés, Flavio. Bon, très bien, merci beaucoup. Tous les C'est droits. accepté. Et la dernière question, les villes sont présentes dans ton processus de création. Il y a San Francisco, il y a Lausanne dans les étoiles bohèmes. Si j'étais une ville, et là, je vous donne tous les droits, une ville du monde. Et Fictive pourquoi? aussi, on a le droit. Fictive aussi. Utopique, pourquoi pas. Et je commence avec toi, avec Pierre, pardon. Bah, moi, c'est une petite ville de Californie qui s'appelle Monterey. C'est une toute petite ville côtière avec un aquarium magnifique que j'ai visité il y a une dizaine d'années maintenant, mais j'avais adoré cet endroit. Je l'ai trouvé tout chou, tout mignon, les gens très sympas, tout est à portée de main. Il y a un aspect entre ville et campagne, j'aime bien. Petite ville, mais ville quand même, quoi. Je sais que cette ville, c'est le scénario d'une série Little Big Lies. Peut-être. Enfin, ça me... À voir. Ça me plaît. Oui. Très bien. Suzy? Eh bien, avant de te révéler ma ville, j'aimerais juste relayer une réaction exactement. C'est parfait. d'un auditeur, d'une auditrice sur nos réseaux qui dit « Merci pour ces belles idées d'écoute. J'aime beaucoup ce portrait chinois musical, toujours plein d'artistes à découvrir. » Oh, c'est beau ça. Merci beaucoup. Nancy, je crois. Juste. Non, Sept. 7M.M. Ah, d'accord. Très bien. Alex? Elle a pas dit sa ville, je crois. Ah, oui, Ah, pardon, excusez-moi. Oui, mille excuses, Suzy. Mille excuses. Non, je repars sur Helsinki également. Ah, Voilà. oui. Ville côtière que j'ai pu visiter d'ailleurs. Très belle ville. Voilà. Oui. Eh ben moi, je vais partir au Canada aussi cette fois et je vais dire Toronto pour la simple et bonne raison qu'elle est Toronto Maple Leaf. Ah, très bien. Les passionnés de hockey sauront se reconnaître. Tout le monde a répondu. Ah, Manon? Pas répondu. Ah, je sais pas. Oui. Non. Non, tu n'as pas répondu. Je n'ai pas répondu. Tu n'as pas Je suis répondu. attentive maintenant. C'est marrant parce que moi j'allais dire Morro Bay qui est aussi sur il me semble la côte californienne. Sur la route 1, Voilà. la fameuse Road route One, 1. on adore. Bah voilà, je dirais ça parce que je suis passée genre un jour là-bas et c'était trop beau, un coucher de soleil magnifique sur cette sorte de montagne, sorte de pain de sucre, je sais pas trop comment on appelle ça. Et il y avait des loutres là dans l'eau, enfin bref, c'est trop chou. Hmm. Je Nous sais pas. voyageons sur le fil rouge, mais malheureusement, nous touchons gentiment. Et t'as pas donné ta réponse. Je vais rester dans les pains de sucre, donc Rio de Janeiro, la cidade maravilhosa, la plus belle ville au monde, selon moi. Donc, était prêt. je reste à Rio, je reste Carioca, dansons la Carioca. Carioca, c'est le nom des habitants de Rio, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une information qui est de grande utilité, mais en tout cas, c'en est une. Nous touchons gentiment à la fin de notre émission, mais pas de tristesse, on ne quitte pas Manon comme ça. Il y a une deuxième tradition, c'est la lecture à voix haute de la fin de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous contextualiser l'extrait d'Alchimie de la douleur? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu avant Oui. la lecture? C'est un extrait, je crois que c'est un des premiers que j'ai écrit, qui se réfère à l'enfance, donc mon enfance quand j'habitais à Épalinges et que j'aimais beaucoup jouer dehors dans la forêt, et à faire un peu rien, mais on adore. Enfin, j'aimais bien ça, quoi. Peu de saudade. C'est ça. Alors. Ok, donc le titre c'est Blue Skies from Pain. Quand je pense au ciel bleu, il m'apparaît une image très infantile. Un instant enjoué avec de petits riens dehors, à me raconter des histoires. T-shirt blanc et bermuda rouge. Basket à velcro, bâton de bois, fourmis, une fente dans le béton de la cour de la maison, une touffe d'herbe essaye d'y grandir. Des feuilles mortes et des pives, un champ rempli de hautes herbes, du gravier, l'herbe fraîchement coupée, les petites framboises des bois, la croix grossière qui indique l'emplacement de Kochi, mon rat mort, la petite rivière presque asséchée, les grenouilles, la terre glaise, mon tipi indien, le ballon de foot de mon frère qui tombe continuellement au bas du talus du jardin, le caméscope de mon père qui capture des souvenirs qui grandiront nostalgiques et douloureux.
Merci infiniment. C'est frissonnant. Il y a ces objets. Donc, juste pour nos auditrices et auditeurs, dans la page suivante ou celle d'avant, il a le caméscope. Donc, en image. Donc, c'est très beau, c'est très fluide, c'est vraiment merveilleux. Alchimie de la douleur, Manon Stutz, Torticolis et frères. Nous arrivons déjà, chères auditrices et chers auditeurs, à la fin de cette émission. Si tu fais partie de ces personnes malheureuses qui ont raté le direct, grâce au replay, tu retrouveras ton émission favorite sur tous nos réseaux sociaux, la page Facebook de Redline Radio ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous encourageons encore une fois à vous abonner à notre compte Instagram. On aimerait atteindre les 2500 avant la fin de l'année. La rediffusion est prévue sur le DAB+, samedi entre 11h et 12h. Notre prochaine invitée seront les artistes de Leaking Rainbows à 19h dans l'émission La Taverne au Talent présentée par Darik. Une question, une info, un seul mail, info@redlineradio.ch. Sachez que Redline Radio est une radio associative et que nous ne pourrions survivre sans votre précieux soutien pour nous donner encore la possibilité de poursuivre cette merveilleuse aventure et de pouvoir continuer à vous proposer des émissions de qualité. Eh bien, vous trouverez sur notre site internet un QR code de Twint et un petit bouton qui vous permet de nous verser un petit quelque chose. Merci infiniment de votre fidélité. Mon cher Flavio, quels seront l'invité la semaine prochaine? Lundi prochain, nous serons en compagnie d'une artiste française ultra dynamique, diplômée en haute études littéraires, directrice artistique avec un master en communication visuelle, une femme qui entend ce qui cache les livres tout en rafraîchissant les paysages et les sensibilités helvétiques à coups de broderie faite à l'instant. Elle s'appelle Hélène Bouillaguet et à travers ses différentes démarches poétiques, artistiques, elle n'hésite pas à naviguer entre tourments et délices. Et on se réjouit déjà. Merci infiniment à tous et à toutes de votre fidélité. Un site internet www.redlineradio.ch. Nous avons une petite nouveauté à la fin du fil rouge, c'est le fil info qui nous est envoyé par monsieur Pascal Norman. Excellente soirée à tous et à toutes. Le fil info de la semaine, Pascal Nordman et Redline Radio. Le fil info, c'est une nouvelle dépêche tous les samedis matins sur www.pascal-nordman.com.